Chers auditeurs, c'est bien la RTNC, chaîne nationale émettant de Kinshasa. Nous sommes avec le professeur Nico Omeyonga, analyste indépendant. Avec cet expert, nous allons passer en revue quelques points de la vie nationale et surtout parler de la fondation Omeyonga Nico Froménique. Bonjour, professeur Nico Omeyonga. Bonjour, messieurs les journalistes. Oui, il y a peu, vous avez installé les gens de la Froménique. Qu'est-ce que vous voulez encore avec cette Froménique? Ah, merci pour la parole. Oh, oui, c'est vrai, le samedi dernier, on a procédé à l'organisation structurelle et fonctionnelle de la Foménique. Vous savez, là où il y a des gens, là où il y a des hommes et des femmes, il faut un minimum d'organisation. Donc, on a procédé à la responsabilisation de tous les membres, de tous les collaborateurs, pour que chacun, là où il se trouve, donne le meilleur de lui-même, de manière à ce que notre organisation citoyenne, Foménique, prend réellement de l'envol, parce que ça fait 3 ans que nous existons comme organisation citoyenne. Il était temps que cette organisation ait vraiment son organigramme et des responsables ici, à l'intérieur du pays et même à la diaspora. Oui, il fallait donc restructurer, en fait, mettre en place le personnel qui correspond pour pousser l'éveil patriotique. Vous avez dit Foménique égale engagement citoyen. C'est un engagement citoyen parce qu'on a constaté que dans ce pays, si rien ne marche, c'est vrai, il y a une responsabilité entière des dirigeants, mais il y a aussi la responsabilité de la population. Parce que la population, une population qui n'a pas l'éveil, qui n'a pas l'engagement, c'est une population qui est vouée à être manipulée à souhait. Donc voilà pourquoi je me suis dit qu'on doit arriver à faire les choses autrement et aller, après 65 ans d'indépendance, nous voulons avoir réellement un peuple suffisamment outillé, éveillé, et nous nous occupons et particulièrement de la jeunesse, pour que cette jeunesse soit suffisamment outillée, éveillée, et qu'il ait réellement la fibre patriotique de manière à bien défendre ses droits et à défendre la patrie. Bien défendre ses droits et bien défendre la patrie. Alors, la Foménique, c'est 3 I, intégrité, innovation et intelligence. Opportunité aussi. Effectivement, et la devise de notre Foménique, c'est, comme vous l'avez si bien dit, I comme intelligence, I comme intégrité, I comme innovation. Je pense que si avec ces 3 valeurs, si on intègre ces 3 valeurs, nous pouvons avoir réellement une nouvelle génération de jeunes qui soit à même d'être utile à eux-mêmes et utile à la patrie. La jeunesse utile à elle-même, utile à la patrie. En fait, tout ça, c'est dans ces passages. Vous avez dit une transition générationnelle aussi. Oui, parce que, comme je l'ai allé dire plus d'une fois, nous observons un échec transgénérationnel. Depuis 60 à ce jour, nous avons l'impression, comme nous sommes en train de patauger, sinon nous avançons à reculons. Alors, il faudrait que nous prenions conscience, que nous arrêtions cet enfantillage contre-productif qui a caractérisé nos aînés et nous-mêmes, et pour mettre finalement en place une nouvelle génération qui soit à la hauteur des enjeux, qui comprenne les enjeux et qui soit capable de donner des solutions idoines aux problèmes et aux défis sociétaux qui assaillent les peuples congolais. Et ça demande la circulation des élites et surtout le renouvellement des dirigeants. Et ça passe par une bonne formation de la jeunesse. Une jeunesse éduquée est un atout. Et je dirais plus, une jeunesse éduquée est la force d'aujourd'hui et la puissance de demain. Oui, vous avez dit que tout ça, c'est l'entrepreneuriat. Il ne faut plus rien attendre, il faut s'engager et être participant. Naturellement, parce que de tout le temps, il n'y a que l'entrepreneuriat qui demeure la voie royale pour réduire sensiblement le chômage de masse et de longue durée et permettre à les acteurs de cet entrepreneur d'être prospères, mais aussi et surtout de créer des emplois, parce que nous considérons à la Foménique que le salariat, c'est de la pauvreté en sursis.
alors que l'entrepreneuriat, c'est la prospérité en puissance. Donc, nous exhortons et nous formons les jeunes pour qu'ils deviennent de véritables entrepreneurs, de manière à ce que notre pays arrive à conquérir la souveraineté indépendante, souveraineté économique. On ne sera pas indépendant, réellement indépendant, tant que nous serons toujours dans la dépendance économique. Et dans l'esclavagisme ou le néocolonialisme, parce qu'aujourd'hui, on peut tout dire, tous les secteurs de la vie économique nationale est entre les mains des étrangers, des expatriés. Je n'ai rien contre les expatriés, je suis patriote, c'est pourquoi je tiens au patriotisme économique, et le patriotisme économique tient à ce que les 4 secteurs, c'est-à-dire les secteurs primaires, secondaires, tertiaires, quaternaires, soient l'œuvre des nationaux, soit l'œuvre des Congolais, soit l'œuvre des jeunes, parce que ce sont des jeunes qui sont à même de prendre les risques, qui sont des riscophiles, et l'entrepreneuriat rime avec le goût du risque. L'entrepreneuriat rime avec le goût du risque, c'est vrai, on ne peut pas construire une économie entièrement entre les mains des étrangers. Il n'y a pas longtemps, je suivais un ministre qui a changé de portefeuille, qui parlait de la présence massive du gouvernement dans la création des banques. En fait, est-ce que les individus aussi peuvent se lancer comme ça dans la création des banques? Naturellement, parce que là, que ce ne soit pas seulement un V-pied. Vous savez que les 18 banques qui existent sont l'œuvre effectivement des étrangers. Dès lors que, vous savez, l'argent est à l'économie, c'est que le sang est au corps humain. Si l'argent est contrôlé de bout en bout par les étrangers, donc notre économie est entre les mains des étrangers. Or, pour faire fonctionner l'économie, on a besoin des banques ou des institutions financières bancaires et non bancaires. Et pourquoi? Parce que la vocation première d'une banque, c'est de collecter l'épargne intérieure, ensuite de financer les ménages et l'économie. Mais les banques existantes aujourd'hui ne sont que des pipelines qui sont là pour collecter les surplus de richesses qui sont générés par les communautés d'affaires étrangères afin de rapatrier dans leur pays d'origine, alors que les banques devraient avoir ce second rôle de financer les ménages et de financer l'économie. Il n'y a pas d'économie sans crédit, dit-on. Il n'y a pas d'économie sans crédit. Sur cette voie, bon, nous avons des entreprises, nous avons même nos pourvoyeurs de ressources nationales, par exemple la DGI, nous avons l'OFIDA, tout ça. En fait, ces gens-là, ces structures étatiques traînent des quantités d'argent qu'ils déposent dans d'autres banques commerciales qui sont des banques étrangères. Il suffit pour l'État de dire seulement créons des banques, et puis ces sociétés-là créent des banques, ou bien il faut chercher des actionnaires, des Congolais, ou faire comment pour que nous ayons vraiment, il disait 4 ou 5 banques congolaises, c'est possible maintenant. C'est possible parce que qu'est-ce qui caractérise l'économie congolaise? C'est ce qu'on appelle la thésaurisation. Vous serez surpris d'apprendre, et vous le savez, combien de Congolais, nous apprenons ça et là, qui achètent des maisons en termes de 1 million, de 2 millions de dollars. C'est pour dire, bien que la source de cet argent demeure délictueuse, mais il faut dire qu'il y a des Congolais qui ont par devers les montants. Donc 2, 3, 4, 5, 10 Congolais peuvent s'associer et créer une banque. Et ainsi, ce sera une banque des Congolais, et ces Congolais, à leur tour, pourront procéder au financement de l'économie, au financement des ménages. Ça, c'est une bonne chose. Or, quand les étrangers, les banques que nous avons ici, les succursales ou les filiales des banques internationales que nous avons ici, mais qui sont tenues par les expatriés, mais toutes ces banques-là n'ont pas vocation de financer. Et les quelques rares qui peuvent financer l'économie, mais c'est à des taux prohibitifs avec un échéancier écourté. Et là, or, la notion d'investissement, c'est une notion long-termiste qui demande un temps, un échéancier assez long, mais avec des taux concessionnaires très bas. Mais si vous mettez des taux prohibitifs avec une échéance assez réduite, donc aucun Congolais sérieux, aucun entrepreneur ne peut prendre le risque de prendre l'argent qu'il doit rembourser dans si peu de temps avant qu'il n'ait
ce qu'on appelle le retour sur l'investissement. Donc, le gouvernement en a conscience et on attend seulement les déclics. Les discours sont déjà bien fournis, bien alimentés. Donc, c'est un besoin ressenti. Maintenant, qui doit donner les déclics? C'est le gouvernement, ce sont les individus? Non, vous dites que le gouvernement en a conscience. Oui. Ça ne me donne pas l'impression. Le gouvernement en a conscience et c'est maintenant que le gouvernement, non, parce que si tel était le cas, le gouvernement devrait déjà créer un environnement économique attractif, un environnement d'opportunités économiques pour tous. Parce que c'est quoi le gouvernement? Le gouvernement aujourd'hui, on n'a pas besoin de ce gouvernement, un gouvernement gestionnaire comme c'est le cas. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un gouvernement régulateur, stratège, facilitateur, qui crée des conditions pour permettre aux uns et aux autres de se lancer dans l'entrepreneuriat, dans la création de richesses. On avait dit il y a peu qu'on devrait mettre sur pied une banque d'investissement. Où on entend avec ces projets. Je crois le problème, on en a assez avec les verbes. Si tout dépendait du discours, ce pays serait déjà un paradis. Nous voulons que le gouvernement n'est pas... Le gouvernement devient comme le Parlement. Alors que le pouvoir de la parole revient au Parlement et le pouvoir de l'action au gouvernement. Mais j'ai comme l'impression qu'on a tendance à changer les rôles. Le gouvernement devient un pouvoir de parole, alors que cette tâche, en principe, devrait revenir aux législateurs. Moi, je ne crois pas trop à tout ce qu'ils disent. Moi, j'attends voir ces choses se réaliser. Et pour qu'on en arrive à ce point, il faut, quels sont ces gens-là, qui composent ce gouvernement? Est-ce que ces gens-là sont à même d'apporter des solutions idoines? Parce que c'est à quoi nous assistons. Peut-être on va faire dire un mot. C'est un jeu de chaises musicales. On prend les mêmes et on recommence en espérant avoir des résultats différents. Non, je crois qu'on doit savoir ce qu'on veut. On ne peut pas, les gens qui ont lamentablement échoué, vous les prenez, vous les changez de poste, vous les permettez les uns contre les autres et espérer avoir des résultats probants. Non, je ne pense pas que ce soit le cas. Un gouvernement, pour qu'il soit à la hauteur, il faut un gouvernement qui jouisse pleinement de la légitimité populaire, qui jouisse de la confiance du peuple. Ainsi, il peut se lancer dans des réformes. Et des réformes, parce que dans des réformes, ce sont des réformes courageuses, audacieuses, et le peuple qui a confiance au gouvernement va accepter la pilule, la mer. Mais dès lors que le gouvernement est en rupture, en déficit de légitimité avec le peuple, je ne vois pas ce gouvernement-là entreprendre des réformes aussi courageuses, aussi importantes, dans le sens d'améliorer la situation actuelle. Oui, on ne voit pas ce gouvernement, mais professeur Nico Meyonga, il y a peu, nous avons célébré le bel envol la belle envol, ou le bel envol, on va dire, du commandant du peuple Fayoulou avec Tshisekedi dans les camps de la patrie. Et on était même très sûr que maintenant on va consolider cette affaire dans un gouvernement uni. Et brusquement, Fayoulou donne des arguments d'un dialogue. En fait, pourquoi ces reculs? Oh non, je crois il faut qu'on dise un mot. Vous savez, comme vous le savez, moi je n'aime pas parler des hommes, mais au moins pour celui-là, je dois donner de ma voix. À ce jour, Fayoulou demeure l'homme politique qui peut être considéré comme une alternative crédible au chaos et au gâchis auquel nous assistons. Quand Fayoulou, le président Martin Fayoulou est allé à la rencontre... Non, c'est ce que j'ai toujours demandé. Plus d'une fois, je vous ai dit que nous devons arrêter d'ériger des murs. Il faut l'heure est venue de jeter des passerelles et des ponts. Nous devons... Il s'est installé une sorte d'ensauvagement cruel qui a mis les acteurs politiques dans une situation où ils se regardaient en chef de faïence, alors que nous n'avons qu'une seule patrie, c'est la RDC. Et il n'y a pas de chose plus précieuse que la patrie. Et là, le président Martin Fayoulou a fait preuve vraiment d'un patriote. Parce qu'un patriote doit avoir l'âme de l'État et non l'état d'âme. Voilà pourquoi il est allé. Mais il n'est pas allé pour composer le gouvernement. Non, il est allé dire
à son frère, le président de la République, qu'il est temps qu'on se mette autour d'une table. Tant qu'on n'aura pas à se mettre autour d'une table, il n'y aura pas de solution idoine. C'est vrai, je sais, il y a certains qui estiment que ceux qui ont pris des armes ne peuvent pas se retrouver autour d'une table. Non, je pense que je suis tenté que tout, parmi eux, aussi pas tous, sont des Congolais. Donc la question de la crise, elle est congolo-congolaise. Donc on doit d'abord, il y a des dimensions certes, il y a des dimensions externes, mais on ne peut pas durablement résoudre la question de la RDC seulement avec la dimension externe, sans qu'on ait résolu durablement la question interne. Il y a une fracture en interne. Il faut arriver à créer ne fût-ce qu'un consensus minimal entre nous. Et ce consensus passe d'abord par le dialogue. Et quand on demande le dialogue... On va revenir au dialogue. J'ai dit, Fayoulou s'engage à travailler avec Tshisekedi dans les camps de la patrie. Maintenant, quand il faut consulter ces camps de la patrie pour que ça devienne une unité forte contre l'oppression, contre l'agression, Fayoulou recule. Est-ce que Fayoulou travaille pour les autres? Non, il travaille pour la patrie. Ce n'est pas quand on vient pour discuter de la patrie et c'est pour se distribuer les postes. Non. Je crois, Fayoulou, c'est un homme d'État, c'est un républicain. Il sait qu'on ne peut pas servir la patrie qui est en État forcément au gouvernement. Et quel gouvernement? Parce que le gouvernement n'a de sens et de sens que quand il jouit de la légitimité populaire. Il ne peut pas s'engager, être au gouvernement pour faire de la figuration et continuer à observer les tueries à répétition dans l'est du pays. Est-ce que vous croyez que s'il entre dans le gouvernement et que les gens qui ont pris les armes vont arrêter parce qu'ils estiment que Fayoulou, ces lieutenants sont au gouvernement? Ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est comment arriver à trouver une solution durable de la paix dans les pays. Parce que la guerre se dirait, des tueries, plus de 3 décennies de tueries, est-ce qu'on doit continuer à accepter des tueries de nos frères et sœurs dans l'est du pays, mais pourvu que nous ayons notre gain de cause, c'est-à-dire partager les postes de responsabilité. Je crois que ça, ce n'est pas la démarche. Le président Fayoulou ne vient pas en politique pour s'embourgeoiser, il vient en politique pour faire triompher un idéal, et l'idéal, c'est lui d'avoir un Congo libre, prospère, uni et fort. Oui, l'idéal d'avoir un Congo prospère, fort et uni. Pendant ce temps, on laisse tout se disséquer pour que même ceux qui sont là à l'est, ils viennent nous envahir. Ou bien il faut faire, comme il l'avait dit, un front interne. Et puis, on négocie avec les autres. Enfin, finalement, parlons de ces négociations. De quoi est-ce qu'on va parler? Parce que nous avons une constitution, nous avons un cycle électoral. On va toujours reprendre à zéro. On va parler de quoi? On va parler d'abord de la paix. Oui. Bon, il y a une constitution, mais est-ce que pourquoi on n'arrive pas à contrôler tout le territoire national? Alors, donc il y a un problème. La constitution, est-ce que les rebelles... Le fait que la constitution là est là, et cela a empêché que tous ces collabos et les agresseurs de prendre une bonne partie du territoire. Alors, est-ce que nous devons suivre les faussaires ou bien on doit leur dire le Congo est là, nous avons la loi, nous avons la constitution, nous avons un système électoral, venez, on participe aux élections, on avance. Sinon, on va faire toujours des surplaces et des... Mais c'est ça même le dialogue. Mais alors, est-ce que pour faire ce dialogue-là, il faut un organisateur qui met des moyens, on appelle les autres, n'est-ce pas? Mais nous avons quand même des facilitateurs, nous avons les médiateurs. Oui, mais oui. Non, quand même, la CENCO et SCC, qui sont, du moins, notre dénominateur commun, c'est l'Église. Parce qu'au moins dans l'Église, on ne voit pas un pasteur pour les opposants, les résistants ou pour ceux du pouvoir. Voilà pourquoi nous estimons que la CENCO et SCC constituent les dénominateurs communs de tous les Congolais, de gauche et de droite. Mais ceux-là peuvent nous réunir les politiques, réunir nous, la société savante, et discuter Congo, et demander à ces gens-là pourquoi ils ont pris les armes, et pour quelle finalité, et conjurer les mal de manière à ce qu'ensemble, nous balisons les chemins et préparer les élections. Les élections doivent se préparer dans la paix, doivent se préparer dans la concorde. Sinon, après élection sera avant élection. On va organiser les élections comment? Si une bonne partie du territoire est entre les mains de l'ennemi, alors que nous avons intérêt à nous mettre ensemble et
préparer les élections et que les meilleurs gagnent. Oui, mais nous savons, ces gens-là qui sont en rébellion, ils savent que nous avions toujours ce système-là. Est-ce que vous croyez que la SEMCO ou l'Église catholique et l'Église protestante aient la légitimité nécessaire pour remettre les Congos en paix? Parce qu'ils ont dirigé la conférence nationale. Est-ce que nous sommes arrivés au résultat? Laurent Désiré Kabila est quand même venu. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons déjà avancé de plusieurs générations d'élections? Nous devons revenir en arrière pour poser le même problème. Est-ce que vous voyez qu'on fait le sur place? Avec tout le respect que je dois, je m'incline devant la mémoire de Monseigneur Mosengo, mais vous ne pouvez pas ramener, ça serait très simpliste de ramener une grande organisation, des grandes organisations, la CENCO et ECC, réduire toutes ces grandes organisations à la dimension d'un homme, d'un grand homme qui est Mosengo. Non, je pense ici, il ne faut pas individualiser la situation. Quand vous parlez que l'Église catholique a dirigé la conférence, non, c'est un des princes de l'Église qui a dirigé. Mais ce n'est pas la CENCO qui a dirigé. Mosengo n'a pas été l'émanation de l'Église. Ce n'est pas l'Église qui l'a imposé. Il a été choisi par tous les participants à la conférence nationale qui ont estimé que lui, il pouvait diriger et il a conduit. Et ce n'était pas la CENCO et ce n'était pas ECC. Aujourd'hui, nous parlons de la CENCO. On ne voit pas les individus, on voit les organisations. Alors, mais elles sont compétentes en quoi, les deux là, pour mettre fin à la guerre qui est à l'Est? Compétentes parce qu'ils jouissent de la légitimité et même ceux qui ont pris les armes reconnaissent l'autorité que ces gens-là ont ciré. Nous, les scientifiques, les intellectuels, nous reconnaissons parce que demain là, comme nous tournons cette émission le samedi, demain chacun de nous ira dans son église et on reconnaît l'autorité de ces gens. Et donc, parce qu'on a tenté, parce qu'on ne le dit pas, il y a eu combien d'initiatives? Alors, okay. Combien de processus qui n'ont pas donné? Et tous ces processus, tous sont d'origine étrangère. Maintenant que nous avons un processus interne, moi je pense que le temps est venu, au lieu de continuer à nous chamailler, on a toujours dit, il y a la vertu africaine qui dit, quand les serpents entrent dans la maison, même si vous étiez en train de vous batailler, vous vous taisez, vous faites les fronts communs pour chasser les serpents, sinon l'éliminer, afin les querelles pourraient revenir. Aujourd'hui, les gens ne réalisent pas, peut-être comme la guerre est à l'est. Dans l'est du pays, à 2000 km, on a comme l'impression que la guerre n'est pas... C'est la guerre dans les pays. Si tout le temps, si vous de la presse, vous continuez à dire que la guerre dans l'est, ça donne l'impression comme si cette guerre-là est tellement éloignée de nous, alors que la guerre est dans les pays, parce que Goma, Bukavu font partie intégrante de la patrie. Et donc, nous avons intérêt à préserver la patrie. C'est pourquoi je salue même l'initiative du président Martin Fayoulou de mettre sur pied le camp de la patrie, qui n'est pas une organisation qui prône l'ostracisme comme certains, comme les gens, comme on peut dire les adhérents des 25e maires qui ont rejoint l'opposition, la résistance, veulent faire croire aux gens comme si le camp de la patrie serait un cas contre un autre. Non, le camp de la patrie, c'est tous les patriotes, tous ceux qui se reconnaissent congolais, tous ceux qui ont l'amour de la patrie, c'est tous ceux qui veulent que l'unité de la patrie font partie du camp de la patrie. Ce n'est pas une plateforme politique, ce n'est pas une plateforme électorale, mais c'est quand nous sommes attaqués, quand le pays est en péril, il est nécessaire que nous formions les fronts communs pour repousser l'agresseur jusqu'à ces derniers retranchements. C'est ça l'essence du camp de la patrie, c'est le camp des patriotes. Si on est patriote, à moins, comme on a l'impression, il y a des gens qui ont plusieurs nationalités, mais au moins, la constitution congolaise interdit quiconque d'avoir plus d'une nationalité. Notre nationalité, à ce jour, elle est une et exclusive. Donc, moi, je pense que même ceux qui ont pris des armes, si tant est qu'ils sont congolais, donc, ils doivent faire partie du camp de la patrie. Tous ceux qui refusent la suggestion de la patrie à l'agression rwandaise, tous ceux qui refusent qu'une portion du territoire national soit occupée par les étrangers, tous ces gens-là
qui se reconnaissent, qui ne gèrent que par le Congo, ils sont membres à part entière du camp de la patrie. Oui, professeur Omeyonga, nous avons le Rwanda qui nous agresse, ça fait 30 ans. Est-ce qu'avec ces dialogues, on peut finir? Et bien finalement, nous avons des accords au Rwanda, RDC, et nous avons le principe avec les rebelles. Pourquoi on n'arrive pas à avancer si ces rebelles-là sont conscients que c'est notre Congo, nous tous? Pourquoi on doit prendre les armes contre son propre pays? Est-ce que ça vraiment, il faut que l'Église s'implique ou bien c'est un défaut de démocratie, de conscience patriotique pour les uns et les autres? Les problèmes sont globaux et totaux. Et pour trouver des solutions, on ne peut pas tenter de partialiser des solutions pour appliquer à des problèmes qui sont globaux et totaux. C'est une question de souveraineté. C'est une question de survie de la nation. Donc, pour trouver une solution durable, il faut que toutes les forces vives de la nation se réunissent. On ne peut pas réduire une question importante de survie de la nation à un accord entre belligérants. Pourquoi nous voulons tout le temps sublimer la belligérance, or que la belligérance est à la base de tueries et à la base de plus de 10 millions de morts? Moi, je pense que dans des grandes civilisations, les conflits se résolvent par des dialogues, par des palabres. Ce n'est pas par des armes. Toutes les solutions au bout du canot, c'est une solution précaire et provisoire. Une solution durable, c'est quand tous les enfants du pays se réunissent et discutent Congo et font tout pour faire taire leurs égos et triompher ce qui nous unit, parce que ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Nous ne devons pas toujours, par nos intérêts égoïstes, mesquins, mettre le pays à feu et à sang parce qu'on veut occuper une position. Voilà pourquoi celui qui a initié le camp de la patrie, il n'a pas tenu compte de tout ce qu'il a comme galon, de tout ce qu'il a, vous vous rappelez ici, parce que souvent quand on ne sait pas d'où nous venons, on ne sait pas comprendre où nous en sommes et où nous allons nous diriger. Vous avez parlé du président Martin Fayulu, c'est celui-là. L'histoire récente démontre, celui qui a reçu les suffrages populaires, mais avec toute la légitimité qu'il a, mais il a dit non. Il n'est pas pour un camp contre pour l'autre. Il dit que nous devons nous retrouver. C'est du pouvoir, comme c'est de la belligérance. Nous devons tous nous retrouver autour d'une table, discuter et trouver des solutions idoines. Mais voilà, pendant qu'un homme pacifiste comme celui-là fait taire ses égos et ses intérêts et privilégie la patrie, mais les fossoyeurs et les prédateurs de la République se disent qu'ils deviennent des directeurs de conscience, donnent des leçons, et ce sont eux qui commencent à dire qui doit être opposant, qui ne doit pas l'être, alors que tout le monde dit ce qu'il y a paix, ce sont ceux-là qui sont, je peux même les qualifier les politicaires ménopausés. Donc on a besoin d'un sang nouveau. Tous ces gens-là qui ont été pendant longtemps, ils ont montré les limites. Je crois l'alternative crédible aujourd'hui, c'est cette plateforme qu'on appelle la MUCA qui peut donner de la substance à la nation, mais il n'a pas tenu compte de ça. Il a dit qu'on se met tous autour d'une table et discuter. On va y arriver. Ça fait nous allons continuer à bipolariser le Congo comme Mobutu Tshisekedi aujourd'hui, la MUCA et les autres. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne solution? Tshisekedi a lutté, n'a même pas obtenu le pouvoir. Est-ce que c'est ça la bonne vision? Nous avons déjà dépassé ces étapes. Nous avons fait Sun City, nous avons fait les élections, premier mandat, deuxième mandat. Nous sommes aujourd'hui presque au 4e ou 5e mandat. On attend les élections de 2028. Qu'est-ce que nous allons encore remettre en cause? La Constitution, bien les principes. Parce que les principes existent. On fait les élections pour 5 ans. Celui qui les remporte dirige pendant 5 ans et on avance. Pourquoi vous voulez que nous partions toujours de départ recommencer? Pourquoi ne pas laisser celui qui est là, il termine son mandat et on organise les élections en 2028, que celui qui veut participer, il vienne participer, pas qu'on n'exclue personne. Vous voulez que nous tournions en rond, pourquoi? Et que nous perdions toujours du temps et que les Congo fassent des surplaces, pour quelle raison?
Non, est-ce que qui empêche Oui, mais celui qui... non, ça veut dire quand on celui parle que vous présentez qui a gagné les élections, qui empêche... non, C'est parce que la réalité est là. La réalité est que on n'est pas arrivé à repousser l'ennemi. Une bonne partie du territoire, je crois, il a prêté serment pour protéger les territoires. Alors Mais défendons-nous, dès lors que l'intégrité... défendons-nous. Mais on se défend, on est sur le terrain, nos vaillants militaires sont sur le terrain, mais le constat est amer, on constate que jusqu'ici, une bonne partie des territoires est entre les mains. Est-ce que devons-nous continuer toujours à nous battre pour assister à des bilans macabres, ou alors nous pouvons avoir une solution idoine, une solution pacifique qui nous éviterait des tueries en répétition? Et puis quand vous parlez de la Mouka, non, c'est la raison pour laquelle on a créé le camp de la patrie pour éviter que ce ne soit pas une affaire seulement de politique. Dans le camp de la patrie, ce n'est pas une affaire de politique. Même nous, de l'élite du savoir, nous y faisons partie. Parce que c'est le camp de la patrie. La patrie, parce que la patrie, là, la patrie est incolore. C'est la patrie ou la mort. Politique, la patrie ou la mort, comme vous l'avez si bien dit. Donc ça signifie, on voit la patrie, on la défend. Naturellement, si tant est qu'on est congolais. Et on ne la trahit plus. On ne peut pas la trahir. Alors, ceux qui ont trahi, il faut les ramener à la raison pour comprendre que non, il ne peut pas, un enfant ne peut pas prendre les armes pour tuer sa mère patrie. Ce n'est pas, il faut les faire comprendre ces choses qui sont des revendications et peuvent être légitimes. Mais l'approche pour revendiquer ces droits, c'est là où ça pose problème. C'est là où nous divergeons. Nous n'avons jamais crié à la belligérance. On n'a jamais crié à des solutions de violence. Parce que les solutions de violence apportent toujours des violences. Or, il faut qu'il y ait des solutions pacifiques. Les solutions pacifiques sont durables. Et ces solutions-là doivent être sous-traitées. Elles doivent être traitées de l'interne. La solution congolo-congolaise, il faut une solution endogène. Ça doit être les acteurs, les trois principaux acteurs du Congo, les trois parties prenantes du Congo, c'est la société politique, la société civile et la société savante. Si nous nous mettons autour d'une table, sous la médiation des princes de l'Église, nous pouvons vraiment, j'en suis sûr, arriver à un consensus minimal pour nous permettre de baliser les chemins pour des organisations des élections libres, transparentes et crédibles, afin que nous ayons réellement des hommes qui seront portés par le suffrage populaire, mais ainsi nous aurons des acteurs institutionnels crédibles et des institutions politiques légitimes. Ainsi, on pourra mener des réformes de fond en comble dans tous les domaines et le Congo sera plus beau qu'avant. Oui, comme professeur Oméon, on va finir. Qu'est-ce que nous on fait de l'appui des Américains et des Qataris pour nous aider à mettre fin à la guerre? Qu'est-ce qu'on a fait? Non, le problème est les Congolais. Aucune solution étrangère. Ces gens-là, ils ont commencé depuis. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme solution? Parce qu'il y a des éléments qui leur échappent. Les solutions congolaises doivent être l'œuvre des Congolais. Moi, je suis patriote, je suis souverainiste. Je n'ai rien contre les Américains ou les Qataris, mais je pense que pour la question de paix, on ne peut pas sous-traiter la paix de la patrie, d'une nation. La paix doit être l'œuvre des Congolais. Et la bonne manière pour arriver à la paix, il faut qu'il y ait la cohésion nationale. Et pour les moyens pour arriver à la cohésion nationale, c'est le dialogue entre Congolais. Tant qu'on ne se mettrait pas autour d'une table pour discuter et pour trouver des solutions ensemble, toute solution, surtout étrangère, ne sera une solution qui est provisoire. La solution substantielle et durable doit être une solution qui soit l'œuvre des Congolais et Congolaises. Ok, merci professeur Nico Meyonga pour avoir donné de votre temps pour la République. Nous croyons que le Congo va retrouver sa paix et sa souveraineté et nous allons revenir sur le bon chemin finalement. Naturellement, Prof Meyonga, il est serviteur de la République. Chaque fois qu'il y a une question qui relève de la République et de la patrie, je suis toujours disponible à donner de mon temps et à donner de ma voix pour que
j'apporte ma petite contribution, ma petite pierre pour l'édification de cette grande nation. Je crois Lumumba et Kasavubu, là où ils sont, ils se remuent dans leur tombe parce qu'ils ne peuvent pas réaliser, 65 ans après, que nous continuons toujours à faire le surplace, sinon à descendre encore plus bas que la terre. Merci beaucoup, professeur Nico Meyonga. Vous n'êtes pas un homme seul. C'est moi qui vous remercie. Le prof Meyonga n'est pas un homme seul. Il a toujours, vous avez suivi le samedi dernier, j'ai procédé à la mise en place d'une cinquantaine de collaborateurs de la Foménique, ici dans la capitale, à l'intérieur du pays, et quelques représentations à l'étranger. C'est pour dire que je ne suis pas un homme seul, je ne crois pas à des solutions cavalières, je suis un homme, certes leader, mais un leader n'a de sens que quand il a des gens qui croient à sa vision. Et moi, j'ai l'avantage et la chance d'avoir des jeunes valeureux, vertébrés, vertueux, qui croient à la vision du prof Meyonga, qui m'accompagnent, et je crois on pourra arriver à bon port. Merci beaucoup, professeur Nico Meyonga. C'est moi qui vous remercie.